Ma famille a manqué ma remise de diplôme, disant qu'il avait des projets plus importants. Quelques minutes après que je me sois effondré, l'hôpital les a appelés 48 fois. Ils ont ignoré chaque appel. 3 jours plus tard, je me suis réveillé entouré de machines et j'ai trouvé un message vocal en attente, réponds à ton téléphone. Nous avons besoin de toi maintenant. J'ai souri et j'ai appuyé sur supprimer. Je m'appelle Julia Bennett. J'ai 18 ans et je me suis effondré avant de pouvoir prononcer le discours de major de promotion que j'avais mis 6 mois à écrire. Ma famille avait manqué la remise des diplômes parce qu'ils avaient des projets plus importants à Nashville. Je me souviens d'avoir vu 3 sièges vides au premier rang, d'avoir entendu mon nom annoncé, et de m'être forcé à avancer vers le podium tandis que la salle basculait sous moi. Puis les lumières se sont divisées en traînées blanches. Mes genoux ont heurté la scène et tous les sons ont disparu. L'hôpital a appelé mes contacts d'urgence 48 fois. Personne n'a répondu. Pas quand les médecins ont découvert un rythme cardiaque irrégulier. Pas quand ils avaient besoin d'un consentement pour une procédure. Pas quand j'ai été transféré en soins intensifs. Pendant 3 jours, les personnes qui m'avaient exigé des notes parfaites ont dansé sous les lumières d'un festival pendant que des machines me maintenaient en vie. Quand je me suis finalement réveillé, ma gorge me brûlait et des fils couvraient ma poitrine. Une infirmière a placé mon téléphone à côté de moi. La batterie était presque morte, mais il restait un nouveau message vocal. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas quelqu'un qui demandait si j'étais en vie. Réponds à ton téléphone. Nous avons besoin de toi maintenant. J'ai reconnu la voix immédiatement. Calme, irritée, pleine de suffisance. Quelque chose en moi s'est tu. J'ai souri, j'ai appuyé sur supprimer, et j'ai regardé le message disparaître. Il ne savait pas que l'hôpital avait enregistré chaque appel sans réponse. Il ne savait pas que quelqu'un avait joint mon grand-père. Plus important encore, il ne savait pas que je venais de survivre assez longtemps pour découvrir ce qu'il m'avait pris, ou ce qui arriverait quand je refuserais de les sauver. Avant que je vous dise pourquoi ils avaient soudainement besoin de moi et ce qui s'est passé après que j'ai supprimé ce message vocal, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes. D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il chez vous aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où l'histoire de Julia voyagera. L'infirmière qui m'avait tendu le téléphone s'est présentée comme étant Marisol Vega. Elle ne m'a pas donné le sourire prudent que les adultes utilisent quand ils pensent qu'une adolescente est trop fragile pour la vérité. Elle a vérifié le moniteur, m'a demandé d'évaluer la pression dans ma poitrine, et a expliqué que j'avais souffert d'une arythmie dangereuse provoquée par l'épuisement, la déshydratation, et une condition que personne n'avait détectée auparavant. J'avais passé 3 jours sous forte sédation pendant que l'équipe de cardiologie me stabilisait. Le directeur de l'école était monté dans l'ambulance. Ma conseillère d'orientation était restée jusqu'à minuit. Ma famille n'était pas venue du tout. Quand j'ai demandé si l'hôpital avait vraiment appelé 48 fois, Marisol a regardé la tablette dans sa main et a dit, 48 tentatives documentées sur 3 numéros. Nous avons aussi laissé des messages. Puis elle a fait une pause. Un appel a reçu une réponse. Cette seule phrase a fait plus mal que les 47 autres. Marisol ne pouvait pas tout divulguer du dossier sans la présence du médecin, mais elle n'en avait pas besoin. J'ai vu la réponse sur son visage. Plus tard, le médecin traitant a lu la note à haute voix parce que j'étais la patiente et que j'avais le droit de savoir. À la 7e tentative, une femme avait répondu. L'appelante s'est identifiée comme ma mère. L'infirmière a expliqué que je m'étais effondré, que mon rythme cardiaque était instable, et qu'un membre adulte de la famille devait venir immédiatement. Ma mère a dit qu'ils étaient hors de la ville, que j'avais toujours été théâtrale sous la pression, et que l'hôpital devait s'en occuper jusqu'au matin. Elle a ensuite demandé si l'appel pouvait attendre parce que la musique était trop forte. L'appel a duré 53 secondes. Les souvenirs sont revenus par flash interrompu. Ma mère corrigeant l'angle de ma toque de diplômée pour une photo qu'elle a postée avant de partir. Mon père me rappelant que la famille avait assez dépensé pour ma dernière année et que je devrais être reconnaissante. Mon frère aîné riant quand j'ai demandé si l'un d'eux pouvait rester pour la cérémonie. Tu feras un autre discours un jour, a-t-il dit. Ceci pourrait être ma seule chance de rencontrer un producteur. Leur projet plus important n'était pas simplement un festival. Mon frère Ryan avait payé pour une présentation privée pendant le week-end de Nashville, et mes parents l'avaient traité comme le lancement d'un empire familial. Ma remise de diplôme était prévue en même temps que sa répétition.
Ils l'ont choisi sans hésitation. Grand-père Thomas est arrivé cet après-midi-là, sans fleurs, seulement avec un sac de voyage en toile et une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Il était le père de ma mère, un auditeur bancaire à la retraite qui pesait ses mots si soigneusement que le silence semblait souvent être sa première langue. Il s'est assis à côté de moi, m'a tenu la main, et s'est excusé. Pas pour avoir manqué la remise des diplômes. Il rendait visite à un ami dans le Kentucky et était revenu en voiture dès que l'école l'avait joint, mais pour quelque chose de plus grand. J'aurais dû remarquer ce qu'il faisait, a-t-il dit. Je me disais qu'ils étaient négligents. La négligence ne nécessite pas de signature falsifiée. Je l'ai fixé, certaine que les médicaments avaient déformé ses paroles. Il a ouvert le sac et a sorti un dossier rouge. À l'intérieur se trouvaient des copies de relevés d'un fonds d'éducation que ma grand-mère décédée avait créé pour moi. Je savais que le fonds existait, mais mes parents disaient toujours qu'il était modeste et inaccessible jusqu'à mes 21 ans. Le premier relevé montrait un solde de 112 400 $ 18 mois plus tôt. Le plus récent montrait 9 716 $. Des transferts avaient été effectués vers une société appartenant à mon père, un compte de carte de crédit utilisé par ma mère, et un fournisseur de divertissement de Nashville lié à la présentation de Ryan. 3 retraits portaient des autorisations électroniques à mon nom. Je ne les avais jamais vus. Le message vocal a soudainement pris tout son sens. Ils n'avaient pas besoin de savoir si je pouvais respirer sans oxygène. Ils avaient besoin de ma voix parce que le service des fraudes de la banque avait gelé le dernier transfert après que grand-père a signalé des irrégularités. Mes parents voulaient que je confirme que j'avais autorisé les retraits. Si je refusais, le paiement en attente pour la présentation de Ryan serait annulé. Leur compte professionnel serait bloqué et la banque pourrait enquêter sur chaque transaction. Ils avaient ignoré 48 appels de l'hôpital. Mais quand leur argent a cessé de circuler, ils se sont souvenus que j'existais. Grand-père a admis qu'il avait suspecté une utilisation abusive des mois plus tôt, mais qu'il avait hésité car affronter ma mère signifiait admettre depuis combien de temps il la laissait faire. Il y a des années, après la mort de ma grand-mère, il avait fait de mes parents des cofiduciaires parce qu'il croyait que la supervision familiale me protégerait. Lorsque de petits retraits sont apparus, ils ont prétendu que l'argent couvrait le tutorat, les voyages scolaires et les frais médicaux. Il a accepté des explications qu'il n'aurait jamais acceptées d'un client. Je voulais la paix, a-t-il dit. Ils ont utilisé cette paix comme couverture. Sa confession le rendait moins semblable au sauveur parfait dont j'avais besoin et plus à un homme imparfait choisissant enfin le courage. Étrangement, cela m'a fait lui faire davantage confiance. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un texto de ma mère. Nous savons que tu es réveillé. Appelle-nous avant d'aggraver les choses. Un deuxième message est apparu de mon père. La banque interprète mal un arrangement familial. Une conversation règle tout. Puis Ryan a écrit, ne détruis pas mon avenir parce que tu es émotive. J'ai lu chaque message une fois. J'ai pris des captures d'écran, les ai transférées à une nouvelle adresse email, et j'ai posé le téléphone face contre table. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas précipité pour m'expliquer. J'ai demandé à grand-père d'appeler un avocat, et j'ai demandé à Marisol comment obtenir le journal de contact complet de l'hôpital. Les machines autour de moi ne sonnaient plus comme la preuve que j'avais été abandonné. Elles sonnaient comme des témoins. Le lendemain matin, la première version de l'histoire familiale s'était déjà répandue. Ma tante m'a envoyé un texto disant que mes parents étaient dévastés et rentraient à la maison aussi vite que possible. Un cousin a dit que je devrais arrêter de punir tout le monde pour un malentendu. Ryan a posté un écran noir sur les réseaux sociaux avec les mots « Urgence familiale ». Veuillez respecter notre vie privée, suivi 10 minutes plus tard par une vidéo d'une after-party sur un toit. En arrière-plan, ma mère riait avec une coupe de champagne à la main. L'horodatage montrait que cela avait été filmé 14 heures après le premier appel de l'hôpital. Il ne se dépêchait pas de rentrer. Il gérait les apparences. Ce schéma était familier. Chaque fois que mes parents me faisaient du mal, ils devenaient les victimes de ma réaction. Quand j'avais 14 ans, mon père a oublié de venir me chercher après un tournoi de débat et m'a laissé devant l'école jusqu'à près de minuit. Le lendemain, il a dit à des proches que j'avais manqué de communication. Quand j'avais 16 ans, ma mère a utilisé l'argent de mon travail d'été pour couvrir le paiement de la voiture de Ryan et a dit que j'étais égoïste de demander quand elle le rendrait. À 17 ans, j'ai gagné un prix académique d'État,
et mes parents ont transformé le dîner en une annonce sur les projets musicaux de Ryan. Je m'étais entraînée à survivre en étant utile, silencieuse et suffisamment brillante pour les rendre fiers à distance. Avais-je jamais été leur fille, ou seulement la preuve impeccable qu'ils étaient de bons parents? Grand-père et moi avons rencontré une avocate nommée Evelyn Park par un appel vidéo sécurisé depuis ma chambre d'hôpital. Elle a parlé sans détour. Parce que j'avais 18 ans, les fiduciaires n'avaient plus une large autorité pour effectuer de nouveaux retraits sans mon consentement éclairé, même si la distribution finale était retardée jusqu'à 21 ans. Si mes signatures étaient falsifiées, l'affaire pourrait impliquer la fraude, le manquement à l'obligation fiduciaire et l'usurpation d'identité. Elle m'a dit de ne menacer personne, de ne pas poster d'accusations en ligne, et de n'accepter aucune réunion de famille privée sans témoin. Les preuves d'abord, a-t-elle dit. L'émotion plus tard. Je l'ai tout de suite apprécié. Nous avons établi une chronologie. À 9h07, ma mère a posté une photo de mon programme de remise de diplôme à côté de la légende, tellement fière de notre major de promotion. À 9h24, elle a mis en ligne un selfie sur l'autoroute avec mon père et Ryan en direction de Nashville. À 10h51, je me suis effondré. Le premier appel de l'hôpital a été passé à 11h03. Ma mère a répondu à 11h26 et a minimisé l'urgence. À 13h14, mon père a utilisé un compte lié au fonds pour payer le solde final de $18 000 pour la présentation privée de Ryan. À 16h39, l'hôpital a laissé son 30e message. À 17h02, mes parents sont apparus dans le direct de Ryan en train de danser près de la scène principale. Au cours des 2 jours suivants, ils ont ouvert des messages vocaux de l'hôpital, refusé des appels et continué à poster. Les dossiers financiers étaient pires. Mes parents n'avaient pas dépensé le fonds uniquement pour Ryan. Ils l'avaient utilisé pour maintenir à flot l'entreprise de location d'événements en difficulté de mon père, payer des impôts fonciers en retard, acheter des laissez-passer VIP pour le festival, et couvrir une procédure dentaire cosmétique que ma mère avait qualifiée de médicalement nécessaire. Ils avaient également ouvert une carte de crédit en utilisant mon numéro de sécurité sociale peu après mon 18e anniversaire. Le solde était de $14 680. Chaque mois, ma mère effectuait le paiement minimum depuis mon compte courant, le même compte où mes bourses d'études et mes salaires à temps partiel étaient déposés. Mon excellent crédit avait été construit sur une dette dont j'ignorais l'existence. Grand-père avait l'air physiquement malade pendant qu'Evelyn expliquait la situation. Il avait passé sa carrière à mettre les gens en garde contre la manipulation financière, et pourtant cela s'était produit au sein de sa propre famille. Il a demandé s'il pouvait me rembourser immédiatement. J'ai dit non. L'argent de sa part pourrait me mettre en sécurité, mais il permettrait aussi à mes parents d'éviter les conséquences de leurs actes. J'avais besoin que les comptes soient gelés, que la dette falsifiée soit contestée, et que la vérité soit documentée. Je n'étais pas intéressé à les ruiner. J'étais intéressé à refuser d'être la prochaine chose qu'ils ruineraient. À midi, mes parents sont finalement arrivés à l'hôpital. Je l'ai su avant que la porte ne s'ouvre car j'ai entendu ma mère se disputer avec la sécurité. Elle exigeait l'accès à son enfant et prétendait que le personnel ne l'avait pas informé. Mon père a dit à quelqu'un qu'il était un fiduciaire autorisé et a menacé de poursuites judiciaires. Ryan s'est plaint qu'il avait un vol à prendre. Tous les 3 étaient revenus, non pas parce qu'un médecin avait dit que j'avais failli mourir, mais parce que la banque leur avait donné jusqu'à 17h pour obtenir ma confirmation. J'ai demandé à la sécurité de n'admettre que ma mère et mon père en présence de grand-père et de Marisol. Quand ils sont entrés, ma mère s'est précipitée vers le lit les bras ouverts. J'ai levé une main. Elle s'est arrêtée comme si je l'avais frappée. Mon père a posé un dossier sur la table de chevet et a dit « Nous pourrons nous occuper des sentiments après avoir réglé le problème financier. » Voilà. La hiérarchie de leurs préoccupations exprimée sans honte. Le document était une autorisation rétroactive stipulant que j'avais approuvé chaque retrait du fonds à des fins de soutien éducatif et familial. Il prétendait également que la carte de crédit avait été ouverte à ma demande pour m'apprendre la responsabilité financière. Ma mère a poussé un stylo vers moi et a baissé la voix. Signe ça et nous pourrons tous rentrer à la maison. J'ai regardé la femme qui avait dit à une infirmière des soins intensifs de s'occuper de moi jusqu'au matin. Puis j'ai regardé l'homme qui avait payé $18 000 pour une fête pendant que les médecins essayaient de stabiliser mon cœur. Vous avez déjà utilisé mon nom, ai-je dit. Vous n'aurez pas ma signature en plus. L'expression de mon père s'est durcie. Ma mère a commencé à pleurer,
mais aucune larme n'a atteint ses joues. Ryan a crié depuis le couloir que je détruisais tout. Grand-père s'est levé, a ouvert la porte et a dit à la sécurité que la réunion était terminée. Alors que mes parents étaient escortés, ma mère s'est retournée et a murmuré, « Tu n'as aucune idée de ce qui arrivera à cette famille si tu refuses. » Je le savais. Pour la première fois, c'était là le but. Refuser de signer n'a pas produit d'excuses. Cela a produit une campagne. Avant que la sécurité n'ait escorté mes parents hors du bâtiment, ma mère avait appelé 3 proches pour leur dire que j'étais confuse à cause des médicaments. Le soir, les discussions de groupe familial se sont remplies de messages sur le pardon, la loyauté et le danger de prendre des décisions permanentes sous le coup de l'émotion. Personne n'a demandé pourquoi une jeune de 18 ans se remettant des soins intensifs s'était vue présenter un document légal. Personne n'a demandé pourquoi mes parents avaient besoin de ma signature avant d'avoir besoin de me tenir la main. Ma tante a appelé grand-père et l'a accusé de me monter contre ma mère. Mon père a envoyé un email à Evelyne affirmant que les retraits étaient des remboursements ordinaires pour m'avoir élevé. Ryan m'a envoyé un message vocal de 4 minutes disant que des centaines de personnes avaient travaillé sur sa présentation et que je serais responsable s'il perdait de l'argent. Il n'a pas mentionné que la présentation avait été financée par le fonds de ma grand-mère. Il a dit que j'avais toujours été jalouse de son talent. J'ai sauvegardé le message dans le dossier des preuves. Evelyne a agi rapidement. Elle a envoyé des avis de conservation à la banque, à la société de cartes de crédit et à l'entreprise de mon père. L'hôpital a fourni un journal d'appel certifié montrant chaque tentative, chaque message vocal et la note de l'appel répondu. Mon école a fourni le rapport d'urgence ainsi que les images de vidéosurveillance montrant les sièges vides de ma famille et les ambulanciers me transportant hors de la scène. Les publications publiques de ma mère ont fourni le reste. Elle avait documenté sa propre indifférence avec des détails vifs et filtrés. La banque a annulé le paiement en attente de $18 000 pour la présentation et a gelé les actifs restants du fonds. Le lieu de l'événement de Ryan a annulé son événement privé lorsque la compte a disparu. Il a posté qu'un parent vindicatif avait saboté sa carrière. En quelques heures, des étrangers m'attaquaient sans connaître mon nom. Ma mère a transféré plusieurs commentaires et a écrit « Regarde ce que tu as causé ». J'ai failli répondre. Puis je me suis souvenu du conseil d'Evelyne et je n'ai rien fait. Le silence avait autrefois été le rôle que ma famille m'avait assigné. Maintenant, c'était une stratégie. Le jour de ma sortie, mes parents ne sont pas venus. Grand-père m'a conduite à sa petite maison en briques à Franklin, où il avait déjà vidé le bureau du rez-de-chaussée et placé un nouveau matelas près de la fenêtre. La chambre était simple, mais rien n'y avait été choisi à mes dépens. J'ai dormi pendant 16 heures. Quand je me suis réveillé, j'ai trouvé un carnet sur le bureau avec un mot de grand-père. Écris ce qui s'est passé avant que quiconque ne te convainque que ce n'est pas arrivé. J'ai commencé par l'hôpital. Puis j'ai écrit sur les années qui ont précédé. J'ai écrit sur les anniversaires reportés pour les répétitions de Ryan. Les récompenses transformées en ses annonces. Et chaque fois que mes parents empruntaient de l'argent sans le rendre. J'ai écrit sur la règle selon laquelle je devais être excellente mais jamais dérangeante. Le carnet ne m'a pas fait me sentir plus forte immédiatement. Il m'a rendue furieuse. Cette colère m'a effrayé jusqu'à ce que mon cardiologue m'explique que le stress aggraverait ma convalescence et me recommande une thérapie. La thérapeute que j'ai rencontrée 2 jours plus tard, Dr Naomi Ellis, a dit que la colère n'était pas un ordre. C'était une information. Elle vous dit qu'une limite a été franchie, a-t-elle dit. Votre travail est de décider ce qui vous protège. Désormais, ce qui me protégeait, c'était la distance. J'ai changé mes mots de passe, transféré mon numéro de téléphone sur un compte séparé, gelé mon crédit et redirigé mon courrier. Evelyne m'a aidé à soumettre un rapport d'usurpation d'identité et des contestations formelles. Grand-père a retiré mes parents comme utilisateurs autorisés de tous les comptes qu'il contrôlait. J'ai contacté Vanderbilt, où j'avais accepté une bourse d'études complète, et j'ai expliqué qu'une convalescence médicale pourrait retarder mon orientation. Le doyen a offert de la flexibilité et m'a mis en contact avec un logement d'urgence. Chaque étape pratique me semblait plus puissante que n'importe quel discours que j'aurais pu hurler à mes parents. Puis la menace a changé. Mon père est arrivé chez grand-père après la tombée de la nuit et s'est garé en travers de l'allée. Il n'a pas frappé au début. Il est resté assis dans son camion avec les phares dirigés vers les fenêtres et m'a appelé 12 fois. Quand grand-père est sorti, mon père l'a accusé de lui voler sa fille et de détruire l'entreprise familiale.
J'ai regardé de derrière le rideau les deux hommes se faire face sous la lumière du porche. Grand-père n'a pas crié. Il a dit à mon père que l'argent du fonds n'avait jamais été le sien, que mon identité n'avait jamais été la sienne, et que l'accès à moi n'était pas son droit. Mon père a répondu que tout le monde dans la famille avait bénéficié des sacrifices qu'il avait faits. Grand-père lui a demandé de nommer un seul sacrifice qui n'avait pas été payé par quelqu'un d'autre. Mon père n'a eu aucune réponse. Avant de partir, il a crié que mes parents organisaient une célébration publique de remise de diplôme en mon honneur. Ils avaient déjà invité des parents, des clients, des responsables de l'école et des donateurs locaux. Si je refusais d'y assister, a-t-il dit, tout le monde verrait à quel point j'étais ingrate. Si j'y assistais, ils comptaient se présenter comme les parents qui avaient créé une major de promotion malgré une crise médicale difficile. Leur entreprise de conseil en admission dépendait de cette image. Ils allaient utiliser mon effondrement comme marketing. Après que son camion ait disparu, grand-père a demandé s'il devait faire annuler l'événement. J'ai ouvert mon carnet et j'ai regardé la chronologie que nous avions construite. Non, ai-je dit, laisse-les inviter tout le monde. Pour la première fois depuis mon réveil à l'hôpital, je savais exactement où la vérité devait être entendue. L'invitation est arrivée le lendemain matin. Ma photo remplissait le recto. Julia Bennett, major de promotion, survivante, inspiration. En dessous, mes parents avaient écrit qu'ils organisaient une soirée sur le sacrifice familial, l'excellence académique et la résilience. Les billets coûtaient 75 $, les bénéfices étant censés soutenir les étudiants locaux. Le logo de conseil de ma mère apparaissait en bas à côté de l'entreprise d'événements de mon père. Ryan était listé comme l'artiste vedette. Ils avaient transformé ma remise de diplôme, mon hospitalisation et même mon silence en un produit. Evelyne a fait des recherches sur l'événement et a découvert qu'aucun fonds de bourse n'avait été enregistré. Les paiements des billets allaient directement sur le compte professionnel de mon père. Plusieurs sponsors avaient contribué parce que mes parents prétendaient que j'annoncerais un nouveau programme de mentorat. Le directeur de mon école avait accepté de parler parce qu'il croyait que l'événement aiderait à payer mes frais médicaux. Le mensonge était plus grand que ce à quoi je m'attendais, mais il créait aussi un choix clair. Nous pouvions envoyer des avis juridiques en privé et le faire annuler, ou nous pouvions permettre aux personnes trompées d'entendre la vérité de ma bouche. Evelyne m'a averti que la confrontation publique pouvait être émotionnellement brutale. Dr Ellis m'a demandé si je voulais la responsabilité ou l'humiliation. J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. La responsabilité, ai-je dit. Mais j'ai fini de les protéger de l'embarras causé par leurs propres actions. Nous nous sommes préparés sans le dire à mes parents. Evelyne a contacté le lieu de l'événement et a expliqué que j'y assisterais avec un conseil. Le directeur a accepté de conserver les registres de paiement et de nous laisser utiliser le système de présentation si j'étais invité sur scène. Le directeur de l'école a fourni une autorisation écrite d'utiliser le rapport d'urgence de la remise des diplômes. Marisol a accepté d'écrire une déclaration confirmant les tentatives de l'hôpital sans divulguer de détails médicaux privés. Grand-père a rassemblé les dossiers du fonds dans un format que les gens ordinaires pourraient comprendre. J'ai écrit mon discours, les supprimé, et les réécrit. Cette fois, je n'ai pas écrit comme une major de promotion essayant d'inspirer tout le monde. J'ai écrit comme un témoin. 2 jours avant la célébration, ma mère est venue seule chez grand-père. Elle paraissait plus petite sans public, mais elle portait toujours le même dossier en cuir de l'hôpital. Grand-père l'a laissée s'asseoir dans le salon pendant que je restais près de l'embrasure de la porte. Elle a dit qu'elle avait fait des erreurs parce que la famille était sous pression financière. Elle a dit que l'opportunité de Ryan aurait pu changer toutes nos vies. Elle a dit que mon fonds était de l'argent de la famille dans tous les sens du terme. Quand j'ai demandé pourquoi elle avait ignoré l'hôpital, elle a fixé le sol. Nous pensions que tu t'étais évanoui à cause du stress, a-t-elle dit. L'infirmière vous a dit que mon rythme cardiaque était instable. La musique était forte. Je n'ai pas compris. Vous avez ouvert les messages vocaux ultérieurs. Elle a alors levé les yeux, non pas honteuse, mais irritée que j'ai des détails. Ton père a dit que les médecins rappelleraient si c'était vraiment grave. Ils l'ont fait. 47 fois de plus. Pendant plusieurs secondes, aucune de nous n'a parlé. Puis elle a glissé le dossier vers moi et a offert un nouvel accord. Si je signais une déclaration autorisant les retraits du fonds, mes parents fermeraient la carte de crédit, rembourseraient la moitié de l'argent sur 10 ans, et s'excuseraient publiquement d'avoir manqué la remise des diplômes.
En échange, je retirerai la plainte pour fraude et assisterai à la célébration en tant que fille reconnaissante qu'ils avaient annoncée. J'ai demandé si le remboursement incluait les intérêts. Elle a cligné des yeux. J'ai demandé si Ryan rendrait l'équipement acheté avec mon argent. Sa bouche s'est crispée. J'ai demandé s'ils admettraient qu'elle avait répondu à l'hôpital et choisi de ne pas venir. Elle s'est levée si rapidement que le dossier est tombé par terre. Tu apprécies ça, a-t-elle dit. Tu as enfin le pouvoir et tu l'utilises pour nous punir. Cette accusation m'est restée après son départ. Pendant une heure inconfortable, je me suis demandé si elle avait raison. Puis grand-père a ramassé l'accord non signé et a montré une clause que j'avais manquée. Elle m'obligeait à déclarer que toutes les accusations précédentes résultaient d'une confusion liée aux médicaments. Il n'offrait pas de réparation. Il me demandait d'effacer la réalité. Le soir de la célébration, je portais la même robe bleu marine que j'avais prévu de porter sous ma toge de diplômé. Mon incision avait guéri, mais un petit moniteur cardiaque restait sous le tissu. Grand-père conduisait. Evelyne était assise à côté de moi avec 2 mallettes de documents. Avant d'entrer, j'ai reçu un dernier message de Ryan. Souris, dis merci, et arrête de tout ramener à toi. À l'intérieur, près de 200 personnes se tenaient sous des bannières à mon effigie. Ma mère accueillait les invités comme si elle avait passé 3 jours à mon chevet. Mon père serrait des mains près d'une table de dons. Ryan testait un microphone sur scène. Quand ils m'ont vu, un soulagement a traversé leurs 3 visages. Ils croyaient que ma présence signifiait la reddition. Ma mère m'a étreinte avant que je puisse reculer et a murmuré « Ne mets pas cette famille dans l'embarras ». J'ai regardé vers la scène où un écran affichait les mots « La famille Bennett, transformer le sacrifice en succès ». Je ne le ferai pas, ai-je murmuré. Vous l'avez déjà fait. Le programme a commencé par un montage vidéo que mes parents avaient créé à partir de mes photos d'enfance. Chaque image montrait une famille souriante. Aucune ne montrait qui avait pris la photo, payé les frais, ou attendu seul après. Mon père a parlé en premier. Il s'est décrit, lui et ma mère, comme des parents qui avaient tout donné pour élever 2 enfants doués. Ryan a interprété une chanson sur la loyauté. Puis ma mère s'est approchée du microphone et a dit au public que mon urgence médicale leur avait appris à ne jamais prendre la famille pour acquise. Les gens ont applaudi. Je la regardais accepter la sympathie pour une crise qu'elle avait ignorée. Quand elle m'a invité sur scène, j'ai avancé lentement, en partie parce que mon cardiologue l'avait ordonné, et en partie parce que je voulais que la salle devienne complètement silencieuse. Ma mère m'a tendu le microphone et s'est positionnée à côté de moi pour les photos. J'ai remercié le directeur, les ambulanciers, le personnel de l'hôpital, mon avocate et mon grand-père. Je n'ai pas remercié ma famille. Le sourire de mon père a commencé à s'effondrer. On m'a demandé de parler ce soir du sacrifice, ai-je dit. Alors, j'ai apporté un registre de qui l'a vraiment fait. L'écran derrière nous a changé. Evelyne avait donné au technicien la première diapositive, une simple chronologie commençant à 10h51 quand je me suis effondré et se terminant 3 jours plus tard quand je me suis réveillé. J'ai expliqué que l'hôpital avait appelé ma famille 48 fois. Je n'ai montré aucun numéro de téléphone privé, seulement des horodatage et des résultats. 47 appels sans réponse. Un a été répondu pendant 53 secondes. J'ai lu la note de l'hôpital indiquant que ma mère avait été informée d'un rythme cardiaque instable et avait refusé de revenir. La salle n'a pas explosé. Elle est devenue immobile. Ce silence était pire pour mes parents que des cris. Ma mère a tendu la main vers le microphone, mais je me suis écarté. Vous aurez votre tour, ai-je dit. La diapositive suivante montrait leur publication publique du festival à côté des appels de l'hôpital. Les invités ont vu le paiement de mon père pour la présentation de Ryan après le premier message d'urgence. Ils ont vu ma mère danser après avoir ouvert un message vocal des soins intensifs. Ryan a crié que les captures d'écran étaient sorties de leur contexte. J'ai demandé au technicien de jouer le message vocal qu'il m'avait envoyé. Ne détruis pas mon avenir parce que tu es émotive. Sa propre voix a rempli la salle de bal. Puis j'ai abordé l'argent. Je n'ai pas affiché les numéros de compte complets ni fait d'allégations qu'Evelyne ne pouvait pas prouver. J'ai montré le solde initial du fonds, le solde restant et les catégories de retrait contestées. J'ai expliqué que des signatures portant mon nom avaient été soumises à mon insu. J'ai expliqué qu'une carte de crédit avait été ouverte en utilisant mon identité.
J'ai dit aux donateurs que les paiements des billets pour la prétendue collecte de fonds pour des bourses entraient sur le compte de l'entreprise de mon père et qu'aucun fonds de bourse enregistré n'existait. Le directeur du lieu a immédiatement fermé la table des dons. Le directeur s'est éloigné de mes parents. Un sponsor a demandé son chèque en retour. Un autre a commencé à enregistrer, mais Evelyne a demandé que personne ne poste avant que les documents ne soient examinés par les autorités. Mon père s'est précipité sur scène et a accusé grand-père d'avoir fabriqué les preuves. Grand-père n'a pas discuté. Il a brandi l'accord de fiducie original et a dit « J'ai trahi Julia en te faisant confiance. Je ne la trahirai pas en cachant ce qui a suivi. » Ma mère a finalement saisi un deuxième microphone. Elle a pleuré que les parents empruntent parfois à un enfant pour en sauver un autre. Elle a dit que Ryan avait une opportunité rare et que j'avais déjà une bourse complète. Puis elle a commis l'erreur qui a mis fin à tous les doutes restants. Julia n'avait pas autant besoin de cet argent que nous. Un murmure a parcouru l'audience. Ryan l'a dévisagé. Mon père a fermé les yeux. J'avais imaginé me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me sentais lucide. La vengeance, ai-je réalisé, n'était pas que la salle se retourne contre eux. C'était la fin de leur capacité à définir ce qui s'était passé. Ce fonds venait de grand-mère, ai-je dit. Ma santé, mon identité et mon avenir n'étaient pas des ressources supplémentaires à dépenser pour cette famille. Evelyne a annoncé que les dossiers financiers avaient été transmis à l'unité d'enquête de la banque et que des plaintes formelles étaient en cours. Elle a également déclaré que tous les détenteurs de billets recevraient des informations sur les remboursements. Mes parents n'ont pas été arrêtés sur scène car les vraies conséquences arrivent rarement avec un timing théâtral parfait. Mais les conséquences avaient déjà commencé. Des clients sont partis. Des sponsors se sont retirés. Le représentant du district scolaire a retiré ma mère d'un prochain séminaire de parents. Le lieu a saisi le matériel lié au paiement contesté jusqu'à ce que la propriété puisse être vérifiée. Le producteur invité de Ryan est parti sans lui parler. Mon père m'a suivi dans le couloir et a bloqué la sortie. Règle ça, a-t-il exigé. Dis-leur que nous avons géré ça en privé. Pendant des années, cet ordre aurait fonctionné. Je me serais excusé pour sa peur et j'aurais ramené les dégâts à la maison. Cette fois, j'ai sorti mon téléphone et j'ai passé le seul appel qui comptait. Pas à lui, pas à ma mère. J'ai appelé le policier en poste sur les lieux et j'ai demandé de l'aide pour partir en toute sécurité. C'était le 49e appel de l'histoire et c'était le premier que je passais par moi, pour moi. L'enquête a duré 9 mois. Pendant ce temps, j'ai commencé l'université avec un semestre de retard, j'ai suivi une réadaptation cardiaque et j'ai appris que la guérison était moins spectaculaire que la confrontation. Elle ressemblait à des alarmes de médicaments, des rendez-vous chez le thérapeute, des rapports de crédit contestés et des matins où la famille que j'aurais aimé avoir me manquait. Le fait qu'il me manque ne signifiait pas que je devais retourner vers eux. La banque a confirmé que mes signatures électroniques avaient été copiées d'un ancien formulaire scolaire. La société de cartes de crédit a supprimé le compte frauduleux de mon dossier. Grâce à un règlement civil, les fonds restants du fonds ont été restitués. Mes parents ont transféré leur part de la propriété de ma grand-mère pour rembourser une partie de la perte, et mon père a vendu son équipement d'événementiel pour couvrir la restitution supplémentaire. Leurs entreprises de conseil et d'événementiel ont fermé après le retrait des clients. Ma mère a démissionné de 2 conseils communautaires. Ryan a vendu le matériel d'enregistrement acheté avec l'argent du fonds et a déménagé à Los Angeles sans la présentation ni le producteur qui l'attendait. Aucun d'eux n'est allé en prison, mais ils ont perdu l'image, l'accès et le contrôle financier qu'ils avaient plus valorisé que moi. Mes parents ont envoyé des lettres d'excuses par l'intermédiaire d'Evelyne. Mon père a écrit qu'il avait eu peur de tout perdre. Ma mère a écrit qu'elle espérait que la maternité devrait compter pour quelque chose. Ryan n'a écrit que 3 phrases, toutes sur la carrière qu'il croyait que je lui avais prise. J'ai lu les lettres une fois et les ai placées dans une boîte avec l'autorisation non signée. Je n'ai pas répondu. Le pardon, s'il venait un jour, ne serait pas une permission de revenir. Grand-père a également fait face à des conséquences, bien que différentes. Il s'est excusé sans me demander de le réconforter, a payé ses propres frais de justice et a suivi une thérapie pour comprendre pourquoi il avait ignoré les signes avant-coureurs. Il ne s'est jamais appelé mon sauveur. Il a simplement continué à être présent. Quand j'ai fait ma première présentation à Vanderbilt, il s'est assis au premier rang 20 minutes à l'avance.
Avec une partie du règlement, j'ai créé une petite subvention d'urgence par l'intermédiaire de l'université pour les étudiants confrontés à l'usurpation d'identité ou à l'abus financier à la maison. Nous l'avons appelé le Fonds 48. Le nombre n'appartenait plus seulement aux appels que ma famille avait ignorés. Il représentait 48 chances pour une institution, un enseignant, une infirmière, un ami ou un survivant de continuer à essayer. À l'anniversaire de ma remise de diplôme, l'école m'a invité à nouveau pour parler à la prochaine classe de terminale. Je me tenais sur la même scène où je m'étais effondré, mais je ne leur ai pas dit que la force signifiait ne jamais avoir besoin de personne. Je leur ai dit le contraire. La force, c'était de reconnaître qui répondait, qui continuait d'appeler, et qui n'apparaissait que lorsqu'il voulait quelque chose. Je leur ai dit que la réussite ne pouvait pas acheter l'amour et que la loyauté n'exigeait pas de renoncer aux preuves, à l'argent, à la santé ou à la dignité. Quand les étudiants se sont levés pour applaudir, j'ai regardé les 3 sièges vides que ma famille aurait autrefois occupés. Cette fois, ils ne ressemblaient pas à une blessure. Ils ressemblaient à de l'espace. 1 an après la remise des diplômes, ma mère a appelé d'un numéro inconnu. J'ai regardé le téléphone sonner et je n'ai ressenti aucune colère, seulement de la certitude. Je l'ai laissé s'arrêter. Puis je suis entré dans un atelier où 12 étudiants attendaient d'apprendre à geler leur crédit, à protéger leurs documents et à demander de l'aide sans honte. Ma famille a cru un jour que mon succès leur appartenait, et que ma douleur pouvait être ignorée. Ils avaient tort sur les 2 points. Je n'ai pas gagné parce qu'ils ont souffert. J'ai gagné parce qu'ils ne pouvaient plus dépenser mon argent, réécrire mes souvenirs ou m'invoquer chaque fois qu'ils avaient besoin d'être sauvés. Le message vocal avait dit « Réponds à ton téléphone. Nous avons besoin de toi maintenant ». Le supprimer n'a pas été la fin de ma famille. Ce fut le début de ma vie. Nous vous remercions d'avoir regardé jusqu'à la scène finale. Tout ici est fictif et créé uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de narration dramatique. Nous espérons que la leçon vous rappelle que les personnes qui se soucient vraiment de vous n'exigeront pas que vous perdiez votre voix, votre paix ou votre dignité juste pour les garder près de vous.